avec ça. Et finalement, ça a démarré quand même. Ça marche. Tout marche. Formidable. Merci pour ceux qui ont le courage de venir. Même à distance, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Et c'est l'heure, non? Dans 10 minutes. Mais on commence à l'heure, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. On est déjà quatre, ça suffit pour faire un cours, hein. En droit des obligations, en droit des contrats au premier semestre à Melun, j'ai 500 étudiants et le dernier cours, il devait y avoir allez, 30 étudiants dans l'amphi et 30 étudiants à distance. Moi, je fais tout, moi, j'utilise les techniques modernes. Je considère que ça peut arranger des étudiants de ne pas avoir. Vous savez, à Melun, ils viennent de toute la Seine-et-Marne. Et il y a des problèmes de transport parfois. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas la possibilité aux étudiants de suivre à distance s'ils le veulent. De toute façon, les travaux dirigés ne sont pas à distance. Pour les travaux dirigés, il vaut mieux que ce soit en présentiel. Les étudiants font les travaux dirigés en présentiel. Pourquoi leur imposerait-on tous les cours à distance? En France, non. Ah bah, Paris 2 peut-être, mais en France. À l'étranger, ça se fait, oui. Bah, en Allemagne, laisse tomber. Alors là, ils exagèrent carrément. Pour faire des économies, tout est à distance. Alors les gens, ils attrapent des dépressions quand ils sont en Allemagne. Moi, j'ai mon fils qui a fait une grande école d'ingénieur, il a été un semestre en Allemagne. Pourtant, il parle couramment l'allemand, hein, parce qu'il a fait un bac, un Abitur. Et il m'a dit c'était déprimant, quoi. On était cantonnés, je veux dire, avec leurs cours en ligne. C'était pas possible. Donc, il ne faut pas abuser du système. Ouais. Je pense que les travaux dirigés à distance, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas faire. On peut faire un rattrapage de travaux dirigés à distance, mais il ne faut pas que ça devienne la norme comme c'était pendant le Covid. Maintenant, pour les cours ex cathedra, comme on dit, les cours magistraux, il me semble que il faut trouver un équilibre, mais surtout, je ne pense qu'il ne faut pas essayer de contraindre indirectement les étudiants en venant en disant vous n'aurez pas d'enregistrement, vous n'aurez pas de cours écrit, vous n'aurez rien, euh, histoire de flatter son ego en disant sur les 500 étudiants inscrits, j'en ai 400 dans l'amphithéâtre, moi j'en ai rien à foutre. Sérieusement, j'en ai rien à foutre. Parce que au moins ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils veulent venir. Alors après, je vois par exemple pour le cours de philosophie du droit, il y a beaucoup de gens qui se connectent le lendemain ou le soir même pour récupérer les enregistrements, et voilà, donc ça marche, quoi, s'ils font comme ça, hein. Mais je sais que par exemple à Melun, je ne révèle pas un secret d'État, mais pour le podcast, il faut signer un engagement, il faut être d'accord, donc il faut signer un contrat avec l'université. Il y a 3 enseignants de Melun qui ont signé le contrat. Et pourtant, souvent, ce sont des maîtres de conférences, même pas des profs, donc beaucoup plus jeunes que moi, et qui normalement devraient être ouverts aux façons modernes d'enseigner. Ah, mais non. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je connais un professeur de droit du travail, il est très bon. Son cours est vraiment très bien. Il est très bon intellectuellement. Et j'ai enseigné les contrats spéciaux en licence, et lui, il a enseigné le droit du travail en licence. Et donc, les étudiants sont allés le voir en disant, Monsieur Martin, vous savez, il enregistre son cours. Est-ce que vous ne pourriez pas faire pareil? Il s'est mis en colère, quoi. Il a dit, si je fais ça, je n'aurai plus personne dans mon amphi. À mon avis, il se trompe parce que comme il est très bon, il aura de toute façon des gens dans son amphithéâtre. Mais il ne voulait pas de crainte de voir son amphi déserté, en fait. Euh, c'est la même chose pour le cours écrit. Alors, les gens ne veulent pas mettre le cours écrit en ligne. Bon. Pour le cours de philosophie du droit, j'ai un peu hésité parce que le cours de philosophie du droit, ce que je vous dis, vous ne le trouverez pas dans un manuel. Il n'y a pas. C'est ma pensée personnelle quand même largement. Et donc, si je fais un cours de droit des contrats, j'ai des idées sur certains sujets, mais j'utilise beaucoup quand même des manuels, c'est normal, hein. Après, j'apporte ma touche d'originalité ou de vue, mais ça a moins d'originalité qu'un cours de philosophie du droit où j'ai vraiment réfléchi par moi-même sur la manière dont je vais le faire.
Donc, un cours de droit des contrats, si je le mets en ligne, euh, bon, voilà. Après, de toute façon, il est sur HAL, mon cours de droit des contrats. Donc, tout le monde peut le télécharger. Ce que j'ai dit aux étudiants, ne le mettez pas sur des sites pirates. C'est complètement con parce qu'il est sur HAL, de toute façon. Donc, il suffit d'aller le télécharger sur HAL. Et si j'apprends que quelqu'un a téléchargé un cours écrit qui m'appartient sur un site pirate, alors j'assigne tout le monde en contrefaçon, là, carrément. Parce que c'est pas que je prétends avoir des idées, c'est juste que je travaille pour le cours. Donc, j'ai pas envie que des gens se passent de mon travail et se rémunèrent dessus. C'est juste une question d'argent. J'ai pas envie que des gens se rémunèrent sur le travail que moi je fais, en fait. Après, le cours je ne dirais pas que ce cours de philosophie du droit, il y a vraiment une pensée originale, parce que moi, je ne suis pas très original, en fait. J'ai surtout j'ai beaucoup lu, en fait. Donc, je synthétise ce que j'ai lu. J'essaie de comprendre intelligemment. Donc, je ne pense pas que mon cours soit original, mais ça demande quand même un gros travail, même si ça n'est pas original. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est dans ce cours écrit, on le trouve nulle part ailleurs, parce que euh, les gens qui font des cours de philosophie du droit ou des maths de philosophie du droit sont souvent des gens qui n'ont pas de formation de philosophe, et donc ils ne connaissent pas des gens comme Platon ou Aristote comme je les connais, en fait, il faut le dire. Donc, le cours donne des éléments qu'on ne peut pas trouver dans un manuel de philosophie du droit. Après, comme je le disais, il y a toutes sortes de manières de faire un cours de philosophie du droit. Puisque je me retire l'année prochaine, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Peut-être il fera un cours de théorie générale du droit, il parlera de Ripert, de Mogg, Josserand, etc. J'aurais pu faire un cours comme ça, je suis capable de le faire, hein. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse spontanément, ce n'est pas vers quoi ma culture est portée, mais je pourrais le faire, hein. Et ça peut être tout à fait intéressant. L'enseignant qui me précédait dans ce cours il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années, qui était M. Patrick Morvan, lui faisait un cours de théorie générale du droit. Il parlait de génie, il parlait de Ripert, il parlait de Mogg. Ben, le cours était très bien reçu par les étudiants. Je sais parce que la première année, les étudiants viennent et ils me disent, on a entendu dire que ce cours était très bien, on vient. Je dis, manque de peau, c'est plus le même prof. Voilà. Donc, le cours peut être conçu de façon différente. Si quelqu'un n'a pas la culture philosophique qui lui permet de faire un cours comme celui-là, il peut très bien faire un cours de théorie générale du droit, parler je sais pas, la règle morale dans les obligations civiles, parler comme j'ai fait au départ pour introduire le cours, en vous renvoyant à la responsabilité du fait des choses inanimées, ou en vous renvoyant, je ne sais plus, je vais donner comme exemple, à la question de la détermination des prix dans les contrats. J'ai montré comment les questions dépassaient la technique juridique, mais on peut faire tout un cours là-dessus. Je ne le sais pas à l'heure actuelle. Peut-être Raphaël Théry, mais je ne sais pas encore. Si c'est Raphaël Théry, ce sera de la philosophie, hein. En fait, le cours est à l'encan, hein. Les gens peuvent se manifester, mais moi, je n'ai pas mon mot à dire sur qui me succède et ça m'est bien égal, pour être très franc. Bon, ben c'est l'heure, non? C'est même plus que l'heure maintenant. Voilà, je me suis fait avoir avec la pendule. La bague, elle est en retard, la pendule. Ah non, c'est l'heure, c'est bon. Alors, je voudrais commencer ce cours par réparer deux oublis. Premier oubli, j'avais une citation que j'avais envie de faire lorsque je me suis posé la question de savoir comment les philosophes peuvent-ils arriver au pouvoir, comment la philosophie et le pouvoir politique peuvent-ils coïncider. Lorsqu'on a posé ces questions, j'ai insisté sur le fait que c'était très difficile à réaliser selon Platon. Et j'ai oublié peut-être de vous citer, je ne crois pas l'avoir cité, une parole très célèbre de Socrate que Platon reproduit souvent, hein, dans les dialogues, pas seulement dans la République. Et c'est cette parole, c'est les belles choses sont difficiles. Je ne vous ai pas cité cette parole. Kalipata kala estin. Kalépos, ça veut dire difficile. Avec kalos, vous savez, hein, ça veut dire beau. Bonjour. Donc kalepa, allez, on vous dit en français. Laisse tomber. Les belles choses sont difficiles. Platon met souvent dans la bouche de Socrate cette expression. Donc ça illustre bien que la cité idéale est une belle chose, mais que sa réalisation est difficile. Deuxième point, alors ça me reporte assez en arrière. Deuxième point,
que j'ai oublié d'évoquer. J'ai découvert qu'il y avait un trou dans mon cours écrit. J'ai découvert aussi qu'il y avait une répétition parce que je parlais de l'égalité géométrique de Platon à deux reprises dans le cours, exactement dans les mêmes termes. Donc il va falloir que, vous savez, j'ai dit que pour Platon, l'égalité géométrique était supérieure à l'égalité arithmétique. Et je vous ai parlé à cette occasion de la justice distributive aristotélicienne. J'ai fait un écart sur la justice distributive aristotélicienne et je découvre que c'est à deux endroits du cours. Donc il faudra que je le supprime à un endroit. Mais j'ai découvert qu'il y avait une omission dans mon cours, c'est la question préalable que Platon pose dans le politique, de savoir si la science politique, parce que je vous ai dit que Platon était le véritable fondateur de la science politique, même si j'ai dû accélérer le rythme à la fin. Platon est le fondateur de la science politique et il la fonde dans ce fameux dialogue qui s'intitule Le politique. On a compris que d'après la République, ce sont les philosophes qui doivent gouverner, soit qu'ils accèdent au pouvoir, soit que les dirigeants se convertissent à la philosophie. Mais encore faut-il savoir, on sait ce que c'est qu'un philosophe d'après la République, mais quel est l'art qu'ils doivent utiliser, la science qu'ils doivent utiliser, c'est la science politique, l'art politique. Platon utilise différents termes, je vous l'ai dit la dernière fois. Parfois, il parle même de science économique, mais ce n'est pas la science économique au sens qu'on l'entend dans cette université, hein, parce que économikos en grec, euh, ça veut dire ça se rapporte à l'art d'administrer une maison ou un domaine. L'art de bien administrer, c'est économikos, en fait. L'adjectif se rapporte à cela. Donc, parfois, il parle de science économique, mais pas au sens moderne du terme, effectivement. Donc, Platon dit que peu importe, en fait, la dénomination qu'on attribue à cet art, à cette science, il utilise indifféremment le terme de art ou de science. Art, comme vous le savez, en grec, c'est techné. Donc, on peut traduire par technique ou par art, hein. Mais il se pose la question au début du politique, point que j'ai oublié d'évoquer avant de parler de la juste mesure. Je m'étais arrêté sur la juste mesure. Il se pose la question de savoir si la science politique est une science pratique ou théorique. Et donc là, il y a une lacune dans le cours écrit, mais je l'ai comblée hier. J'ai mis une autre version du cours écrit. Et donc, j'ai comblé cette lacune hier. Et je l'ai ici sur l'iPad de ma femme. Le problème, c'est que l'iPad de ma femme, il est tout en polonais, donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis, évidemment, il y a un mot de passe. Alors, mot de passe partout. Voilà. Madame, madame. Voilà. Euh, En fait, euh, pour parvenir à la vérité des concepts, Platon recourt à ce qu'il appelle la dichotomie dans le politique. C'est une technique de division. Pour parvenir à définir ce qu'on cherche, il faut pratiquer la technique de la division, hein. C'est-à-dire, par exemple, on a les hommes, ils se divisent les êtres vivants se divisent en animaux et en hommes. Les animaux se divisent en bipèdes et en quadrupèdes et en animaux à plumes et animaux à poils, etc. Donc, enfin, ça, c'est un peu académique parce que politique a un côté académique. Donc, explique la division, que c'est une bonne méthode si elle est bien, c'est correctement employée pour parvenir à une définition. Et la définition du politique, il s'agit de parvenir à la définition de ce que c'est que l'art politique. Et au début, la première division que Platon fait, c'est la division entre ce qu'il appelle les sciences cognitives et les sciences pratiques. Les sciences cognitives, qui vient faire intervenir la connaissance, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences théoriques, hein. Donc, la science politique était une science théorique ou une science pratique? C'est-à-dire, était une science théorique comme le sont l'arithmétique ou la géométrie, par exemple, ou est-il une science pratique comme l'est le charpentage, hein, le fait de faire des charpentes? Voilà la question que Platon se pose. Et il donne comme réponse que la science politique est en fait une science théorique cognitive, pour l'essentiel. Pour l'essentiel, c'est une science cognitive, mais comme elle se rapporte quand même à l'action,
Alors d'abord, il dit que c'est une science cognitive parce qu'il dit, il observe qu'un roi, un souverain, il n'utilise pas sa force physique ou sa force d'âme pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas ça qu'il utilise. Il n'utilise pas sa force d'âme ou sa force physique pour... enfin, il n'utilise pas sa force physique, pardon, pour parvenir au pouvoir. Il utilise plutôt sa pénétration, ses qualités intellectuelles et sa force d'âme. Mais il n'utilise pas sa force physique normalement. Donc en fait, la science politique, elle est quand même théorique. Parce que le charpentier, lui, quand il fait une charpente, il utilise sa force physique. Hein. Donc, Platon dit la science politique, c'est une science euh, théorique, quand même, pour l'essentiel. Elle se rattache davantage aux sciences théoriques. Ce dont on tire comme conséquence que euh, l'exercice d'un pouvoir de fait ne se correspond pas à la politique. L'existence d'un pouvoir de fait ne coïncide pas avec la politique. Ce n'est pas parce que vous avez pris le pouvoir par la force que vous êtes un politique, au sens platonicien du terme. Donc que la science politique soit une science essentiellement théorique, c'est une idée très moderne, on est bien d'accord. Hein. On va rue Saint-Guillaume, on a pu comprendre que voilà, c'est comme ça. Hein. Donc c'est devenu une science qu'on enseigne dans les universités. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'en France, sciences politiques, on met un peu tout dedans. Hein. Mais par exemple, en Allemagne, il y a Politikwissenschaft, c'est une spécialisation dans les universités, comme l'est le droit ou comme les d'autres matières. Hein. C'est spécialisé en Allemagne, c'est pas généraliste comme en France. Hein. Comme Sciences Po en France, c'est un peu de tout, quoi. C'est un melting pot. Mais la science politique au sens de science, en Allemagne, par exemple, c'est une science spécialisée qu'on enseigne dans les universités. Il y a une filière Politikwissenschaft, hein, comme il y a une filière Recht ou sociologie, hein, c'est comme ça. Donc, mais Platon ajoute, même si elle est essentiellement cognitive, cette science politique est quand même aussi une science pratique parce que elle est affaire de décision euh, et d'action quand même. Donc, bien qu'elle soit une science elle soit davantage une science cognitive, qu'elle se rapporte davantage à la théorie, elle a aussi un aspect pratique. Même si cet aspect pratique est secondaire, il existe parce que la science politique est tournée vers l'action. Alors maintenant, comment la science politique s'exerce-t-elle? Elle s'exerce, la science politique correctement exercée, elle s'exerce grâce au recours à la juste mesure. C'est sur quoi je m'étais arrêté lundi dernier. Et ça va nous permettre, ça vous semble abstrait, mais ça va nous permettre de revenir indirectement à Protagoras pour s'instruire en faux, pour montrer comment Platon s'instruit en faux par rapport à Protagoras, parce que euh, ce que Platon dit, et c'est pour ça que je voulais parler de la distinction des sciences cognitives et des sciences pratiques, ce que Platon dit, c'est que les sciences cognitives, les sciences théoriques, pour lui, font appel à une mesure. Toutes les sciences ont un art de mesurer. Dans toutes les sciences, il y a un art de mesurer. Mais pour les sciences théoriques, leur façon de mesurer, elle est quantitative. Il pense évidemment à l'arithmétique, hein, au calcul, les sciences calculatrices. Donc, il s'agit de mesures quantitatives, le grand, le petit et leur rapport mutuel. Tandis que dans les sciences, alors donc par exemple, euh, le calcul exige une mesure quantitative. En revanche, dans les sciences qui soit sont pratiques, soit qui par certains aspects sont pratiques, comme la science politique, la mesure n'est pas une mesure quantitative. Il y a une mesure juste, dit-il. Elle se réfère à une juste mesure, toutes ces sciences. Et qu'est-ce que c'est que la juste mesure? Il utilise un terme pour juste mesure que vous pouvez mémoriser parce que c'est assez facile, taux métrion. Métrion. Ça veut dire la juste mesure en grec. C'est dérivé de métros,
qui veut dire mesure, hein. Métronome, métro tout court, métronome, vous savez ce que c'est un instrument qui mesure. Bon, donc voilà. Donc métros, ça veut dire mesurable, enfin, et métrion, c'est la juste mesure, hein. Donc cette juste mesure, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en ce qui est convenable. Il utilise différents adjectifs pour expliquer ça, Platon. Elle consiste en ce qui est convenable, opportun, requis, tout ce qui tient le milieu entre deux extrêmes. C'est ce qui est convenable, opportun, requis, qui tient le milieu entre deux extrêmes. Donc, quand on dit convenable, opportun, on comprend que l'art de la juste mesure, il se réfère aux circonstances. Il se réfère aux circonstances. Par exemple, si vous devez faire une charpente adaptée à un toit, vous devez tenir compte de l'endroit où la maison est implantée, vous devez tenir compte de la manière dont elle a été bâtie, etc. Donc pour la politique, c'est pareil. L'art de la juste mesure, c'est un art de l'opportunité des circonstances. Et donc cette juste mesure, elle est essentielle à l'art politique comme à tous les arts qui soit sont complètement pratiques, soit participent de la pratique et de l'action. Mais cette juste mesure, ce n'est pas... en fait, c'est une forme intelligible pour Platon. C'est une forme intelligible. C'est ce qui permet de différencier en politique ce qui est bon et ce qui est mauvais par rapport à une norme absolue qui est la juste mesure. Donc cette juste mesure, c'est quelque chose d'approprié, quelque chose de juste, qui évite l'excès et qui permet de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, bon, ça semble un peu abstrait, mais ça nous renvoie en fait à Protagoras. Vous vous souvenez de la formule célèbre de Protagoras? L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Ça voulait dire que pour Protagoras, euh, il n'y avait pas de mesure en soi, que chacun avait sa vérité. La mesure était quelque chose de relatif chez Protagoras, puisqu'elle se rapportait à l'individu certes en société, mais à l'individu quand même. Tandis que pour Platon, la juste mesure qui caractérise l'art politique, c'est une norme absolue. C'est une forme intelligible, éternelle et immuable. C'est-à-dire que lorsque le politique agit, lorsqu'il est confronté à des actions dans le monde sensible, pour déterminer quelle action il faut entreprendre ou accomplir, il doit mesurer cette action, il doit rapporter cette action à cette juste mesure qui est une forme intelligible, idéale, universelle. Et pour bien voir le contraste avec Protagoras, je peux vous citer cette phrase qui est dans le dialogue de Platon, non pas le politique, mais les lois, le dernier dialogue qu'il a écrit, où il revient sur cette juste mesure. Il en parle souvent dans les lois, et il dit la chose suivante, c'est Dieu qui doit être la mesure de toute chose, c'est Dieu qui doit être la mesure de toute chose, et beaucoup plus que ne l'est l'homme, comme le disent certains. C'est Dieu qui doit être la mesure de toute chose, beaucoup plus que ne l'est l'homme, comme le disent certains. Donc il veut dire, euh, la juste mesure, ce n'est pas un art empirique qui dépend des individus ou des communautés, c'est un art qui a pour norme une forme intelligible, idéale, et c'est Dieu qui est la mesure, et non pas l'homme, l'individu ou les assemblées.
La juste mesure a une valeur absolue. Elle ne dépend pas des conventions sociales. Alors vous me direz, tout ça est bien abstrait. Est-ce que vous avez des illustrations de cette juste mesure selon Platon? On a déjà rencontré une illustration de cette juste mesure quand on a parlé de la définition de la justice dans la cité chez Platon. Je vous ai dit que dans les lois, Platon distingue deux types d'égalité, l'égalité géométrique et l'égalité arithmétique. Et je vous ai dit que ça préfigurait la distinction de la justice distributive et de la justice corrective chez Aristote. Hein, et que Platon avait dit que la justice, que la juste mesure, pardon, avait dit que l'égalité géométrique est la vraie et la meilleure. C'est celle qui illustre la juste mesure. C'est celle qui est conforme à la juste mesure. C'est-à-dire que dans une cité, euh, les biens, les avantages, les honneurs doivent être répartis en fonction du mérite et de la vertu des citoyens et non pas égalitairement. Je vais trop vite ou ça va? Et non pas égalitairement. Voilà ce que dit Platon dans les lois. Il dit la seule mesure juste, la juste mesure, c'est celle que traduit l'égalité géométrique. Donc vous voyez là une illustration de l'art politique comme un art de la juste mesure, ce n'est pas la seule. Mais je pense à celle-là parce qu'elle parle aux juristes. Euh, L'art de la juste mesure pour le politique, ça s'illustre dans les distributions, euh, dans l'égalité qui doit régner dans la cité, qui doit être une égalité selon le mérite, la vertu de chacun, et non pas une égalité purement numérique. Simplement, Platon dit quelquefois, il faut quand même faire la place à l'égalité arithmétique et à l'égalité numérique, parce que sinon les gens ne sont pas contents. Donc il faut leur donner un os à ronger. Mais ce ne doit pas être le but d'un bon gouvernement. L'égalité géométrique, c'est celle qui distribue, c'est celle qui tient compte de l'inégalité inhérente entre les citoyens. Il y a une égalité entre les citoyens et tous les citoyens n'ont pas le même mérite et pas la même vertu. Hein. Donc l'égalité géométrique, ça consiste à attribuer à chacun selon son mérite et sa vertu, donc plus à ceux qui ont plus de mérite et plus de vertu, et moins à ceux qui en ont moins. Donc ça respecte une certaine égalité, parce qu'il y a le même rapport entre le mérite et la vertu et les biens ou les honneurs qui sont distribués, il y a le même rapport. C'est la fameuse équation que je vous avais écrite au tableau. Hein. Vous vous souvenez, hein, Dioclétien, Galien, Constance Chlore, etc. Hein. Je vais montrer cette inégalité, cette égalité géométrique au tableau. Cette équation n'est pas de Platon, mais elle est d'Aristote, mais ça traduit la pensée de Platon de ce point de vue-là. Hein. Maintenant, le deuxième point sur lequel Platon insiste, après avoir défini l'art politique, c'est sur la supériorité de l'art politique sur la loi. Et le politique, le dialogue le politique s'étend là-dessus. C'est-à-dire que cet art politique est un art de la juste mesure selon les circonstances. Il tient compte des circonstances puisque c'est ce qui est opportun, convenable en fonction des circonstances. Ce n'est pas un art politique abstrait. La politique est une science de l'action qui consiste à prendre des actions dans des circonstances concrètes. Et donc, le problème de la loi, comme l'a bien compris Platon, mais c'est un problème qui n'est pas nouveau, évidemment, mais Platon l'avait déjà bien compris, le problème de la loi, c'est son uniformité et sa généralité. Elle ne peut pas s'adapter au cas particulier. Donc, à un moment donné, celui qui mène la discussion, donc petit 2, hein, supériorité de l'art politique sur la loi, hein, petit 2, supériorité de l'art politique sur la loi. Donc, celui qui mène la discussion dans le politique, qui n'est pas Socrate, enfin, il y a un Socrate dans le politique, mais c'est Socrate le jeune. Hein.
c'est un homonyme de Socrate. Et celui qui mène la discussion, c'est un personnage qui s'appelle l'étranger délai. Alors, l'étranger délai dit, après avoir expliqué ce que c'est que la juste mesure, il dit donc, euh, on est bien d'accord que l'art de gouverner, la science politique, c'est une forme droite de commandement, parce que le politique, il commande. Hein. Ce qui le caractérise, c'est le commandement. Hein. Je ne peux pas retracer tout le dialogue de la politique, mais il a dit que c'était une forme droite de commandement. Et il dit que cette forme droite de commandement, euh, elle doit s'exercer sur ceux qui sont soumis au commandement, c'est-à-dire sur les sujets. Elle doit s'exercer sur les sujets avec ou sans leur consentement. On n'a pas à leur demander leur avis. Bon, ça, c'est évidemment traditionnel chez Platon. On n'a pas à demander leur avis. Donc, avant, avec ou sans le consentement des sujets, euh, de même que on sait gré aux médecins de nous guérir de gré ou de force. Le consentement du patient, ça n'existe pas à l'époque. Hein. Donc, de même qu'on sait gré aux patients de nous guérir de gré ou de force, on sait gré aux médecins de nous guérir de gré ou de force, euh, on doit savoir créer au gouvernement de nous commander en prenant les bonnes décisions sans nous demander notre avis. Et à ce moment-là, l'étranger délai ajoute euh, que le politique suive les règles écrites ou qu'il s'en dispense. Que le politique suive les règles écrites, c'est-à-dire les lois écrites, hein, si vous préférez, les règles écrites, nomoi graphoi, les règles écrites, ou qu'il s'en dispense. Donc il ajoute quelque chose, il dit, dans la science politique, l'art de gouverner, l'art politique, il s'exerce à juste titre avec ou sans le consentement des sujets, et qu'ils suivent les règles écrites ou qu'ils s'en dispensent. Et alors là, Socrate le jeune qui écoute l'étranger délai, il tique un peu, il dit, j'ai un peu du mal quand même à accepter euh, qu'on puisse gouverner sans loi. C'est tellement contraire à la tradition grecque. Hein. Euh, la loi pour les Grecs, c'est fondamental. Hein. C'est quelque chose de fondamental. Dans la Grèce antique, la loi, la justice, ils sont fiers des lois, les Grecs. Hein. Et donc l'idée qu'on puisse gouverner sans loi, ça va complètement à rebours des idées reçues. Hein. Et donc Socrate le jeune dit à l'étranger délai, moi j'ai du mal à imaginer qu'on puisse gouverner sans loi. J'ai du mal à accepter ça. Hein. Et donc l'étranger délai s'explique et il donne quelque chose qui est intéressant pour vous les juristes. Il dit, voilà, le problème de la loi, c'est que la loi, elle a une forme de rigidité qui ne lui permet pas d'épouser la juste mesure en toutes circonstances. Elle a une forme de rigidité qui ne lui permet pas d'épouser la juste mesure en toutes circonstances parce que elle ne peut pas embrasser par sa généralité toutes les hypothèses. Il y a entre les hommes et les actes une telle diversité que la loi ne peut pas les embrasser toutes. Dit de te faire une législation qui envisage toutes les hypothèses possibles, vous savez comme juriste que c'est une illusion naïve du législateur contemporain, mais que ça ne résout rien, parce que sitôt qu'une loi est posée, mille problèmes se posent. Sitôt qu'une loi est édictée, mille problèmes se posent, comme le disait Portalis. Hein. Donc la loi ne peut pas embrasser toutes les hypothèses et toutes les actions. Elle est inadaptée à raison de sa généralité, de son uniformité, d'où résulte une rigidité. Et d'autre part, il faut voir aussi que la loi est immuable, on ne la change pas comme cela. Or, euh, il y a une mutabilité inhérente aux choses humaines. Les formes intelligibles, elles demeurent toujours les mêmes. Mais les choses sensibles, les choses humaines, elles bougent. Et donc la loi, elle peut apparaître à un certain moment périmée. Ce sont des problèmes classiques, vous connaissez comme juriste, hein, auxquels notamment François Gény s'est attelé dans Source, comment ça s'appelle, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, son ouvrage dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. La libre recherche scientifique, toutes ces conneries-là, ça ne vous dit rien, non? Vous avez parlé de ça en première année. Comment? Ah, voilà, très bien.
Monsieur Génicon vous en a parlé, ou Madame Fenouillet vous en a parlé en sociologie du droit. Oui. Bah, j'ai dit des conneries, c'est pas vraiment des conneries, c'est pas un mauvais auteur, génie, mais la libre recherche scientifique, c'est quand même quelque chose de très, très empirique, hein, hein. C'est vraiment de l'empirisme, hein. Euh, donc, en fait, génie est conscient d'un problème qui frappe tous les juristes, mais Platon en était déjà conscient, hein. La loi ne peut pas s'adapter aux circonstances concrètes, et en plus, la loi a affaire à des choses qui changent. Et donc, euh, la loi doit s'occuper du plerum poefit, comme on dit, hein. Elle doit s'occuper des cas les plus généraux. Donc, elle doit gouverner pour ce qui est pour la majorité des cas et la majorité des individus. Il est inutile de vouloir tout réglementer en détail. Je vous ai déjà cité le passage de la République où, où Socrate dit que vouloir faire des lois pour prévoir tous les détails, c'est comme vouloir couper les têtes de l'hydre, l'hydre de Lerne, hein, vous savez, H-Y-D-R-E, hein. Dès que vous en coupez une, il y en a 15 qui repoussent. Et donc, le politique, c'est lui qui détient cet art, cette science. Le politique, il doit pouvoir s'affranchir de la loi si nécessaire pour faire prévaloir la juste mesure lorsque la loi apparaît inadaptée. Donc, il peut et il doit faire pour cela violence aux lois écrites et s'en affranchir. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu quand même sur cette question. Platon ne veut pas dire que l'art du gouvernement doit se passer de loi. Ce n'est pas ça qu'il dit, hein. Socrate le jeune dit à l'étranger délai, j'ai du mal à accepter qu'on puisse gouverner sans loi. Mais ce n'est pas ce que l'étranger délai veut dire. Parce que si le politique peut s'affranchir des lois, ça veut donc dire qu'il y a des lois. On est bien d'accord. Sinon, comment la question de l'affranchissement des lois pourrait se poser s'il n'y avait pas des lois? Donc, Platon ne veut pas laisser entendre par là que l'art des légistes est quelque chose d'inutile, hein. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il y a bien un art des légistes, les lois sont indispensables à la gouvernance de la cité, ou au gouvernement de la cité. Simplement, le politique ne doit pas être soumis à ces lois, il doit pouvoir s'en affranchir s'il est nécessaire de faire prévaloir une juste mesure qui intervienne en violation de la loi. C'est tout ce que Platon veut dire. Je n'ai pas détaillé cela dans le cours écrit, mais si vous prenez le document qui est sur Agora, ça s'appelle Biographie sélective de Platon, j'y ai mis un résumé plus complet du politique que celui qu'il y a dans le cours écrit, hein. Et dans ce résumé plus complet du politique, j'explique que le politique, le dialogue le politique ne signifie pas qu'on doive gouverner sans loi, même si c'est l'inquiétude de Socrate le jeune. Il veut dire simplement que le politique n'est pas lié par les lois. En fait, le politique, c'est sa science qui lui tient lieu de loi. C'est sa science qui lui tient lieu de loi. Il est comme le médecin qui ne se considère pas comme lié par ses ordonnances médicales dépassées. Si une ordonnance qu'il a posée, écrite, le médecin, elle se révèle dépassée, il adapte son traitement à la situation. On a envisagé une chimiothérapie, mais maintenant le cancer est à un stade tel qu'il faut procéder à une chirurgie, on change, on adapte. Mais pour les lois écrites et l'art du politique, c'est pareil. Voilà pour le grand A de ce paragraphe concernant les sources du droit selon Platon. Et ce grand A était intitulé L'art politique, source suprême de droit. Et maintenant, j'opère un renversement, mais c'est Platon qui opère un renversement en disant la loi source nécessaire de droit. La loi source nécessaire de droit, grand B. Parce que puisqu'on vient de voir que le politique, l'art politique était supérieur à la loi, pourquoi la loi serait-elle une source nécessaire de droit?
Ça paraît bizarre. Alors, j'ai déjà dit que dans le politique, le but de Platon n'était pas d'écarter la loi et de dire que la loi, que l'art des légistes ne servait à rien. C'était juste de dire que le politique pouvait s'en affranchir. Euh, mais il y a plus que ça. Ce n'est pas seulement que le politique idéal euh, puisse s'affranchir de la loi sans pour autant devoir en faire l'économie, hein. Il y a aussi autre chose. C'est la question de savoir si ce politique idéal, il existe. Il peut advenir. Parce que s'il n'advient pas, si on ne trouve pas un politique idéal dans une cité, comment gouverner? Et c'est là que la loi intervient par un renversement assez étonnant de Platon, que Michel Villet a beaucoup critiqué. Et donc, dans ce grand B, nous verrons deux points. Petit 1, justification du recours à la loi. Petit 2, qualité requise de la loi. Ça va, je vais trop vite, c'est bon? Vous y êtes ou pas trop facile, Platon? Encore, on n'a pas fait Aristote. Alors, petit 1, justification du recours à la loi. Quel est le problème? C'est que pour trouver un politique, c'est-à-dire un philosophe, finalement, qui va posséder l'art politique, eh bien, comme le dit Platon, le problème, c'est que euh, ceux qui possèdent cet art politique, ils sont encore moins nombreux que les champions au jeu d'échecs. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un Kasparov ou un comment il s'appelle le nouveau, là, le Norvégien, là, Carsten. Comment? Carsten. 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 Oui. Donc, euh, on ne trouve pas tous les jours un champion au jeu d'échecs. Donc là, c'est pareil. C'est encore plus difficile de trouver un politique, quelqu'un qui possède l'art politique. Et pourquoi? Euh, donc, il en résulte comme conséquence déjà qu'une foule nombreuse ne peut pas s'approprier l'art de gouverner. Donc, ça, c'est constant avec Platon, pas de démocratie. Pas une foule nombreuse, parce que les gens qui sont capables de posséder la science de gouverner sont très rares. Donc, une foule nombreuse est bien incapable de détenir l'art de gouverner. Il n'y a dans une cité que quelques rares citoyens, voire un seul, qui puisse posséder cet art. Donc, donc cet art de gouverner, qui est une droite forme de gouvernement que le politique fait prévaloir, c'est une cité idéale, un régime idéal. Malheureusement, euh, il est très difficile à réaliser, voire impossible. On revient sur le problème de la République. Il est très difficile que le pouvoir politique et la philosophie coïncident. Et en effet, Platon se sert dans le politique d'une part et dans les lois de l'autre, dans ces deux dialogues, d'un même mythe, même si les deux dialogues ne sont pas rédigés exactement de la même façon, c'est le point, au sujet de ce mythe, c'est le mythe de Cronos. Vous savez qui est Cronos? C'est le père de Jupiter, hein, le père de Zeus, hein. Et donc, il se sert du mythe de Cronos, qui est un mythe très célèbre du politique, qui est repris dans les lois, en expliquant, hein, je ne reviens pas sur l'intégralité du mythe, mais ce qu'il explique, c'est que du temps de Cronos, en fait, il présente le monde comme une espèce de toupie qui est monté sur un ressort comme ça. Il va dans un sens et puis qui revient automatiquement. C'est monté sur une espèce de pic comme ça, le monde, et il va dans un sens et il revient automatiquement. Ce qui veut dire, c'est que pendant un certain temps, c'est Dieu qui administre le monde. Et puis ensuite, il lâche le monde, il laisse le monde vaquer tout seul avec les hommes. Et au bout d'un moment, tout part en live, si je peux dire, tout part comme on dit en live, tout part en. Quelle expression, une autre expression? Ouais, en cacahuète. Tout part en live, tout commence à déconner, et il faut que Dieu reprenne les rênes du gouvernail. Donc, vous avez des phases, le monde obéit à des phases alternées. Donc, la phase de Chronos, c'est la phase où c'est Dieu qui gouverne.
Et donc, lorsque Dieu gouverne, euh, les différentes régions cosmiques et les hommes sont administrés par des dieux ou des demi-dieux, par des génies, c'est-à-dire des demi-dieux, hein, des daimons. Hein. C'est le génie familier de Socrate, le daimon. C'est des daimons, des génies divins, donc demi-divins, qui administrent les différentes régions cosmiques et les hommes. Donc là, l'art politique peut s'exercer. Parce que ces génies divins, ils possèdent cet art politique divin, cet art divin qui est l'art politique. Mais lorsque le monde est laissé à lui-même, c'est-à-dire que Dieu se repose, il abandonne le gouvernail du monde et le monde est régi par les hommes, par lui-même. Donc, ceux qui viennent à ce moment-là au pouvoir ne peuvent plus être des daimons, ne peuvent plus être des euh, génies. Et donc, à ce moment-là, il faut une constitution politique qui supplée à l'art politique qui prévaut lorsque Dieu gouverne le monde. Lorsque Dieu gouverne le monde, on a cette constitution politique idéale où ceux qui gouvernent sont des génies qui exercent l'art politique. Mais lorsque Dieu abandonne l'univers à lui-même et que c'est les hommes qui doivent gouverner, ce n'est plus possible en réalité. Il n'y a plus de pasteur divin, il n'y a plus que des hommes, et les hommes, euh, ils ne sont pas en mesure de pratiquer l'art politique véritable. Comme l'explique Platon, il insiste Platon dans les lois. Ils ne sont pas en mesure de pratiquer l'art politique véritable, d'abord parce qu'il faudrait qu'ils le connaissent, et vous savez qu'on ne trouve pas des philosophes comme on trouve des reines dans des ruchers, hein, on l'a déjà dit, la République, donc ils sont rares à connaître, il en manque, et en plus parce que quand bien même on trouverait des hommes qui ont cette connaissance et qui gouverneraient, ils vont ils ne vont pas rester longtemps fidèles à la maxime selon laquelle il faut rechercher le bien commun plutôt que son intérêt personnel. Donc ça va rapidement partir en sucette. Parce que la nature mortelle de l'homme lui voudra toujours, la nature mortelle de l'homme fera qu'il voudra toujours plus que les autres. C'est la fameuse pléonexia dont on a déjà parlé, hein, le fait de vouloir plus que sa part, et le poussera toujours à privilégier ses intérêts privés. C'est ce que Kant soulignera en évoquant implicitement Platon dans son opuscule Vers la paix perpétuelle. Il dit on ne doit pas s'attendre à ce que les philosophes deviennent rois, parce que le pouvoir corrompt inévitablement. Le pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. Donc, il faut des règles abstraites et pas la volonté d'un seul, parce que le pouvoir corrompt inévitablement. C'est dans l'ouvrage de Kant qui s'appelle Vers la paix perpétuelle. Vous trouverez les références dans le cours écrit. Donc, ce que dit Platon finalement, c'est que dans la mesure où le gouvernement idéal ne va pas pouvoir être mis en pratique lorsque Dieu a abandonné le gouvernement de l'univers, il va falloir trouver un substitut à l'art politique, et ce substitut, c'est la loi. Malgré l'imperfection qu'elle tient de sa généralité, malgré sa rigidité, la loi, c'est toujours mieux que le désordre, j'allais dire. Donc, il faudra des lois écrites qui imitent au mieux la constitution idéale où c'est un pasteur divin qui gouverne avec l'art politique. Il faudra des lois qui imitent au mieux la constitution idéale. Je vous rappelle que constitution en grec, je traduis le terme politeia, hein, mais politeia en grec, c'est un sens plus large que la constitution du 4 octobre 58. Hein. Ce sont en fait, politeia, ça englobe la constitution, mais aussi les lois, les coutumes, etc. C'est plus large comme sens. Hein. Donc j'utilise le terme constitution parce que je ne peux pas utiliser 15 termes pour traduire politeia. Mais l'idée c'est que lorsque Dieu a abandonné le gouvernement de l'univers,
le gouvernail de l'univers, et que ce sont les hommes qui administrent. Il faut trouver un régime de substitution au régime idéal, le régime idéal étant celui où c'est l'art politique qui s'exerce, et ce régime de substitution, c'est un régime où c'est la loi qui domine. C'est la loi qui va se substituer à l'art politique. Et c'est la raison pour laquelle le dernier dialogue de Platon le plus long s'intitule Les lois. Les lois, c'est un dialogue qui discute de quelles sont les lois idéales qui devront gouverner une cité imaginaire. Quelles sont les lois idéales qui devront gouverner une cité imaginaire, la cité des magnettes, hein. Et ces lois, elles vont remplacer l'art politique parce que l'art politique, il ne peut pas être exercé par les hommes à raison de leur faiblesse congénitale, si j'ose dire. Et donc ces lois, elles devront au mieux imiter l'art politique véritable. Ce ne sont que des imitations. Mais elles sont nécessaires parce qu'il faut faire avec le feu, il faut faire avec ce qu'on a. Si on a du mauvais bois, il faut quand même s'en servir. Et donc, d'où cette phrase très célèbre qui figure dans le dialogue de Platon qui s'intitule Les lois, cette phrase très célèbre, euh, les gouvernants doivent se faire les serviteurs des lois. Les gouvernants doivent se faire les serviteurs des lois. Vous voyez le renversement. Le politique disait l'art politique, le politique n'est pas lié par les lois, il doit s'en affranchir si les circonstances l'exigent pour faire prévaloir la juste mesure, car la loi est inférieure à l'art politique véritable à raison de sa généralité et de sa rigidité. Renversement dans les lois, oui, mais comme on n'a pas de politique véritable à mettre en place et que les faiblesses humaines, aussi bien intellectuelles que morales, feront que des vraies politiques, on ne va pas en trouver, eh bien, il faut que les lois remplacent l'art politique, pas n'importe quelle loi, on y viendra tout à l'heure, les lois qui imitent au mieux la constitution idéale remplacent l'art politique. Et donc, pour éviter que, à nouveau, ça tourne à un régime politique complètement dégénéré, il faut que ces lois, les gouvernants s'en fassent les serviteurs. Ils ne doivent pas toucher à ces lois, ils doivent les respecter. Et ils doivent les respecter pour éviter de laisser libre cours à leurs penchants naturels qui consisteront naturellement à s'avantager au détriment des autres. Donc c'est la réponse indirecte à Trasimac. Les gouvernements cherchent toujours leur propre intérêt, ben, il faut mettre des lois. Si on ne peut pas trouver une politique véritable, il faut mettre des lois que les gouvernants devront respecter absolument pour éviter les dérives. Pour éviter des mecs comme Trump, il faut des lois. Voilà. Et c'est assez intéressant du point de vue de la science politique. Vous me direz, on est dans un cours de droit privé, mais on peut faire un peu de science politique. C'est assez intéressant du pouvoir, question de la science politique parce que, euh, euh, vous savez, il y a une classification des régimes politiques. On aime bien faire ça, hein. On fait ça en droit constitutionnel, on fait ça en sciences politiques. Et cette classification des régimes, elle existait déjà dans l'Antiquité. Alors, dans l'Antiquité, on distinguait volontiers le gouvernement d'un seul, donc la monarchie si vous préférez, le gouvernement de quelques-uns, l'oligarchie, et le gouvernement du peuple, des nombreux, c'est-à-dire la démocratie. À cette classification traditionnelle, Trasimac fait allusion dans la République lorsqu'il intervient au départ et que Platon lui demande de définir qui est le plus fort. Il dit qu'il y a trois formes de gouvernement et le plus fort, c'est celui qui détient le pouvoir, que ce soit dans la monarchie, euh, l'oligarchie ou la démocratie. Alors, ce que dit Platon dans le politique, c'est qu'en fait, au total, il y a 7 formes de gouvernement possibles. Il raffine un peu les choses. Il dit qu'il y a 7 formes de gouvernement possibles. Il y a tout d'abord la constitution idéale, celle où c'est le politique qui gouverne, et celle qui doit servir de modèle. Mais cette constitution, elle est, dit Platon, comme un dieu parmi les hommes.
c'est la meilleure constitution, elle est comme un dieu parmi les hommes. Alors maintenant, si nous prenons les constitutions proprement humaines, il y en a encore 6 une fois qu'on a laissé de côté la constitution idéale. Parce que le gouvernement d'un seul, ce peut être une royauté, mais ce peut être aussi une tyrannie. Donc ça fait 2 régimes. Le gouvernement de quelques-uns, ce peut être une oligarchie. Oligarchie, oligos, ça veut dire quelques-uns en grec. Hein. Oligo-éléments, etc. Hein. Mais ce peut être aussi une aristocratie. Une aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Aristos, ça veut dire le meilleur en grec. Arrêter, vous savez, la vertu, Aristos, le meilleur. Parce que arrêter en grec, je vous l'ai dit, ça veut dire vertu, mais ça veut dire excellence aussi. Donc Aristos, c'est le meilleur. Donc le gouvernement de quelques-uns, c'est peut-être soit une oligarchie, soit une aristocratie. Quant à la démocratie, dit Platon, elle peut aussi être de formes différentes. Alors comment distingue-t-on la tyrannie de la monarchie, l'oligarchie de l'aristocratie, ou bien les 2 formes de démocratie qui portent le même nom, qui sont toujours des démocraties? On les distingue selon qu'il y a un respect de la loi ou pas. C'est-à-dire que lorsque c'est le gouvernement d'un seul et que cette personne, ce gouvernant unique respecte la loi, c'est une monarchie. S'il s'affranchit de la loi et qu'il fait prévaloir sa propre fantaisie, c'est une tyrannie. S'agissant du gouvernement de quelques-uns, si il se traduit par un respect de la loi, c'est une aristocratie. S'il se traduit par simplement le gouvernement... Pardon, oui. J'ai arrêté. Je reprends, c'est possible. Monarchie ou tyrannie. Monarchie, c'est quand le roi respecte les lois. Tyrannie, c'est quand le détenteur du pouvoir unique gouverne à sa fantaisie. La tyrannie, c'est le dictateur de Corée du Sud. Voilà. Hein. La monarchie, je n'ai pas d'exemple à donner. Bon. Euh, Gouvernement des quelques-uns. Oligarchie, euh, les quelques-uns ne respectent pas la loi, s'en affranchissent. Aristocratie, ils respectent la loi. Quant à la démocratie, elle peut aussi se produire avec un respect des lois ou sans respect des lois. Donc en fait, il y a 7 formes de régimes différentes. Le régime idéal est ce dédoublement des 3 constitutions habituelles. Et donc c'est assez intéressant du point de vue de la science politique parce que ce sur quoi Platon insiste dans le politique, c'est que la classification la plus pertinente, le critère de distinction des constitutions par leur valeur, parce que si on classe les constitutions, c'est pour déterminer la valeur de ces constitutions. Et il dit que le critère qui est le plus pertinent pour déterminer la valeur d'une constitution, ce n'est pas tellement la forme du gouvernement d'un seul, gouvernement de quelques-uns ou gouvernement du peuple. Ce qui est le critère décisif, c'est le respect ou non de la loi. C'est doit être ça le critère qui permet de déterminer la valeur d'un gouvernement. C'est l'état de droit avant, hein, la rule of law avant qu'elle n'existe. Hein. Sauf que la rule of law, c'est lié à la séparation des pouvoirs et des choses comme ça. Hein. Enfin, dans la doctrine anglo-saxonne. Parce que dans la doctrine allemande, le rule of law, le Rechtsstaat, ça peut être lié à un régime autoritaire. Hein. Ça dépend des écoles. Hein. Mais enfin, l'idée que c'est le droit, c'est la loi qui doit prévaloir quelque part. Donc, ce que dit Platon, c'est que si on prend le régime où une seule personne gouverne, c'est l'heure. Vous voulez que je termine mon développement ou vous voulez repartir après la pause? On termine le développement hein, rapidement. Donc, ce Platon dit, c'est dans le gouvernement d'un seul, euh, en fait, si on prend le gouvernement d'un seul, quand il respecte les lois, c'est le meilleur régime. Donc, la monarchie. C'est le meilleur régime lorsque les lois sont respectées. Mais en revanche, lorsque les lois ne sont pas respectées, c'est le pire régime. Parce que c'est la tyrannie, le régime le plus dégénéré. En ce qui concerne le gouvernement de quelques-uns, qui peut se traduire soit par une aristocratie, soit par une oligarchie, c'est un régime qui tient toujours le milieu entre le meilleur et le pire. Et en ce qui concerne la démocratie,
si euh, elle s'exerce sans le respect des lois, certes, c'est moins bien que si elle s'exerce dans le respect des lois, mais la démocratie, ce n'est pas un régime, c'est un mauvais régime, mais ce n'est pas un régime aussi dangereux que la tyrannie, quelque part. Simplement, c'est le bordel. Voilà. Platon n'aime pas le bordel, il n'aime pas que tout le monde parle. Quoi, voilà. Il y a trop de licences. Donc, c'est un régime qui est le moins bon des trois régimes lorsque les lois sont respectées et qui est le moins mauvais des trois régimes lorsque les lois sont violées. Voilà. En tout cas, ce sur quoi Platon insiste, c'est que le critère de la légalité ou pas du régime est supérieur au critère tiré de la forme de gouvernement. Et ça, c'est très moderne comme idée. Donc, lorsque dans une constitution quelle qu'elle soit, ce sont des gens euh, qui transgressent la loi qui gouverne, ça veut dire qu'on n'a pas affaire à des politiques qui sont au pouvoir, mais à des sophistes, en fait. Les sophistes, ce sont des mauvaises imitations des politiques. Dans la constitution idéale, le politique se sert de sa science comme d'un art pour gouverner, mais dans les constitutions temporelles, empiriques, si des gouvernants s'affranchissent de la loi, la violent pour gouverner, ce sont en fait des contrefacteurs, hein, oui, des contrefacteurs, des charlatans qui imitent le politique véritable en s'affranchissant des lois. Euh, et il y a un passage dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, où Socrate dit la sophistique, c'est une imitation de la politique, une mauvaise imitation de la politique, une contrefaçon de la politique. Et c'est exactement cela. 10 minutes de pause. Alors, espérons terminer suffisamment de temps pour pouvoir prendre éventuellement un chocolat ou un café ensemble. On ne peut pas rester dans cette salle parce qu'il y a quelqu'un après moi, mais j'ai fait réserver le passage qui est sous le grand amphi. Ils ont mis normalement, non pas des barrières avec des fils de fer barbelés, mais ils ont mis des machins pour nous. C'est gentil, hein. Après, la question, c'est de savoir si on va avoir le temps ou pas. Donc, je vais essayer. Je n'aime pas terminer un cours, je n'aime pas ne pas faire mes heures. Je n'ai jamais fait de ma vie. Mais c'est la dernière heure de cours de ma longue carrière. Donc, peut-être si j'ai le temps, mais il faut que je traite ce dont je veux traiter. Je rappelle que le programme, c'est tout ce qui a été dit au cours oral, y compris aujourd'hui, hein. Et je vais vous dire la vérité, il n'y a pas, il y a une ou deux questions qui portent sur ce que je fais aujourd'hui, en ce moment. Ce n'est pas beaucoup, mais il y a une ou deux questions. Je ne me souviens plus lesquelles. Mais je me souviens quand même desquelles parce que je traite à dessein ce que je dois traiter pour ne pas vous prendre en traître lors du QCM. 10 minutes de pause. Bibliothèque, il faut que je décide. Je commençais à donner des livres à certaines bibliothèques de Paris 2. Ça m'encombre. Comment? Ben, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est mieux que ce soit. Par exemple, j'ai donné des livres à l'IRDA.
parce que ça servira à ceux qui font des recherches à l'IRDA. Et, voilà. Et j'en ai d'autres à donner, j'en donne au laboratoire de sociologie du droit, enfin, je fais comme ça. J'en garde certains dans l'hypothèse où je n'arrêterai pas complètement de faire du droit, et j'aviserai en fonction des. Ma femme dit brûle tout, donne tout, fais de la place. Bon. En plus, j'ai une double bibliothèque, parce que j'en ai une en Pologne et j'ai une en France. Parce que quand je vais en Pologne, il faut que je puisse travailler. Parce que ma femme a une maison en Pologne, elle veut bien m'héberger, n'est-ce pas? Donc, quand je suis en Pologne, il faut que j'ai bien il faut que j'ai ma bibliothèque. Mais là, il n'y a qu'une bibliothèque de philo là-bas. Donc, voilà. Les livres de philo, je ne les donne pas. Ça n'a aucune valeur, les livres de philo, financièrement. Mais, voilà. Donc, mes livres de philo occupent plus de place que les livres de droit, quand même. Mais enfin, le bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ça occupe de la place. Hein. Dans un bulletin depuis 53, quand même, là, ça occupe de la place. Hein. C'est lourd. Hein. Vous prenez ces manuels, c'est lourd. Mais c'est pratique pour enseigner le droit, hein, d'avoir le bulletin chez soi sur des époques reculées. Après, les étudiants disent, mais vous donnez des arrêts des années 60, il n'y a pas de commentaires sur les arrêts. Ben oui, je le fais exprès. Bon, revenons à Platon. Alors, Platon insiste aussi dans les lois, lorsqu'il parle de la loi comme un substitut nécessaire à l'art politique, il insiste sur le fait que les lois doivent être expliquées, en fait, aux citoyens pour les convaincre. Donc, il, euh, il parle des préambules législatifs, en fait, qui sont très à la mode. Hein. Et il dit que pour persuader les citoyens, il y a un art du préambule, un art du discours, donc une rhétorique. Vous voyez, la rhétorique chez Platon, elle occupe normalement un rôle déprécié, puisque la rhétorique est au service des sophistes. Mais la rhétorique peut être au service de l'art politique, ça dépend comment elle est pratiquée. La rhétorique est présentée dans le dialogue politique comme un art auxiliaire de l'art politique, une technique auxiliaire de l'art politique. À la fin du dialogue le politique, Platon dit qu'il y a des arts auxiliaires de la politique, qu'il y a l'art militaire, ça permet de protéger la cité contre les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'il y a l'art judiciaire, donc ça renvoie au rôle du juge dont on parlera dans quelques minutes, et qu'il y a l'art du discours, de la persuasion, donc la rhétorique. Mais donc la rhétorique n'est pas toujours négative chez Platon. Il y a une rhétorique qui est qui mérite d'être défendue, c'est celle qui est l'auxiliaire de la science politique véritable. Celle qui doit être dénoncée, c'est la rhétorique des sophistes, la rhétorique trompeuse qui consiste à flatter les citoyens au lieu de leur dire la vérité. La rhétorique est une flatterie, c'est ce que dit Socrate dans le Gorgias. La rhétorique est une flatterie lorsqu'elle est au service des sophistes. Hein. Mais il y a une bonne rhétorique. C'est celle qui est au service de l'art politique véritable. Parce que la sophistique contrefait la politique, et donc la rhétorique peut être l'auxiliaire de la sophistique, et dans ces conditions-là, elle est nocive, pardon, mais elle peut être l'auxiliaire de l'art politique véritable, et à ce moment-là, elle est positive. Elle aide l'art politique, elle aide le politique à gouverner. Après petit 1, justification du recours à la loi, donc je pense que vous avez compris pourquoi la loi est inévitable. Petit 2, qualité requise de la loi. Qualité requise de la loi au pluriel. Parce qu'effectivement, le renversement de Platon est quand même assez incroyable, puisqu'il est parti de l'idée, dans la République, il ne parle pratiquement pas des lois, sauf pour dire qu'il n'en faut pas beaucoup. Dans le politique, il décrit le régime idéal comme celui où le politique s'affranchit des lois. Et puis, par un retournement de situation euh, assez stupéfiant, il finit par dire que les gouvernants doivent être les serviteurs des lois, euh, euh, parce que le régime idéal étant rare, voire inexistant, il faut bien des régimes et que les régimes existants, historiques, ils doivent être des régimes où on respecte la loi. Donc voilà ce que dit Villet, il dit dans la formation de la pensée juridique moderne, ah ben voilà. Évidemment, Villet, il n'aime pas Platon, il n'aime qu'Aristote et saint Thomas d'Aquin, surtout saint Thomas d'Aquin.
Donc, ben voilà. En fait, qu'est-ce que c'est que la philosophie de Platon? C'est un idéalisme très élevé qui bâtit une cité idéale fondée sur la justice. Et finalement, à quoi il aboutit? À un positivisme juridique grossier en disant qu'il faut respecter la loi. Tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Alors, la critique n'est pas tout à fait exacte, parce que Platon ne dit pas qu'il faut respecter n'importe quelle loi. Il s'étend assez longuement dans le dialogue Les lois sur les qualités que, de toute façon, le dialogue Les lois, il s'agit de tracer les contours d'une législation idéale. Donc, on insiste sur les qualités que la loi doit revêtir. Hein. Et donc, la loi, ce n'est pas n'importe quelle loi qu'il faut respecter, mais la loi qui est dite de ce nom. En fait, pour reprendre une expression de Luc Brisson, qui est un grand spécialiste de Platon, ce que prône Platon avec les lois, ce n'est pas une nomocratie à proprement parler. Kratéin, ça veut dire gouverner en grec. Donc une nomocratie, c'est un gouvernement de la loi. D'accord? Mais comme ce n'est pas n'importe quelle loi qui doit être respectée, ce n'est pas à proprement parler une nomocratie que Platon prône dans les lois, c'est une noocratie. Alors, je vous écris les termes, si, hein. Voilà. Alors, faisons un peu d'étymologie, mais très peu, rassurez-vous. Dans nomocratie, il y a nomos qui veut dire loi et kratéine qui veut dire gouverner. Donc, c'est le gouvernement des lois, d'accord? Mais noocratie, ça veut dire gouvernement de l'esprit, en fait. Nous, en grec, je vous l'ai déjà dit lorsqu'on a parlé d'Héraclite d'Éphèse, nous, ça veut dire l'esprit en grec. Nos ou nous, ça dépend des orthographes. Ça dépend si c'est du grec attique ou pas. Hein. Donc, ce que Platon prône, c'est la loi, le respect de la loi en tant qu'elle est le produit de l'intelligence et de la droite raison. C'est donc pas n'importe quelle loi, mais la loi en tant qu'elle est un produit de l'intelligence et de la droite raison, en tant qu'elle imite la constitution idéale, c'est cette loi qui doit être respectée, et non pas n'importe quelle loi arbitraire. Vous vous souvenez peut-être du fragment d'Héraclite d'Éphèse qu'on avait vu ensemble, vous savez, où il dit que l'homme intelligent euh, tire sa supériorité de son intelligence comme la loi divine, sa supériorité de la loi de la cité. Et j'avais dit qu'il y avait un jeu de mots fait par Héraclite d'Éphèse, volontaire ou involontaire, entre nomos et nous, entre l'intelligence et la loi, puisqu'il parle de nomos et de nous dans ce fragment. Là, c'est pareil, en fait. Luc Brisson utilise le même type de jeu de mots, et Platon également, c'est-à-dire qu'il reprend ce jeu de mots d'Héraclite d'Éphèse en disant que la loi nomos, elle est le fruit, elle doit être le fruit de l'intelligence, nous, et de la droite raison. Donc il y a un jeu de mots, un apparentement entre nomos et nous. Vous voyez, nomos, c'est un terme en grec qui est assez flexible, parce que les sophistes, en fait, ils rapprochaient nomos de nomidzein, le verbe qui veut dire être d'avis que, avoir l'opinion que. Donc la loi était pour eux quelque chose de contingent, d'arbitraire, de conventionnel. Le verbe nomidzein en grec, que je vous ai écrit, ça veut dire être d'avis que, penser que, mais au sens être d'avis que. Euh, il manque un i. C'est difficile de transcrire du grec en français. Voilà, nomidzein. Donc, ça veut dire être d'avis que en grec. Donc, si vous insistez sur l'apparentement entre nomos et nomidzein, verbe qui dérive de nomos, vous considérez nomos comme une manière de voir établie, quelque chose de purement contingent. Hein.
au contraire, si vous faites un jeu de mots à la manière d'Héraclite d'Éphèse et de Platon, vous rapprochez nomos de l'esprit en grec nous, nous ou noos selon les orthographes. Et à ce moment-là, vous dites que la loi, pour mériter le qualificatif de loi, doit être le produit de l'intelligence et de la droite raison. C'est déjà ce que Héraclite d'Éphèse suggérait dans ses fragments. Je vous renvoie à la partie du cours sur Héraclite d'Éphèse. Donc, il n'est pas très juste de dire, comme Michel Villet, que Platon retombe dans les ornières d'un positivisme juridique grossier, puisque la loi qu'il défend, ce n'est pas n'importe quelle loi, mais c'est la loi qui mérite ce qualificatif parce qu'elle est le produit de l'intelligence et de la droite raison. Et comme il le répète dans le politique à plusieurs reprises, du reste, ce qu'il faut respecter, ce sont les lois écrites, dit-il, et les coutumes ancestrales. Les lois écrites et les coutumes ancestrales. C'est-à-dire il y a un certain conservatisme chez Platon. Hein. Ce n'est pas ce qu'il a dans le viseur, en fait, c'est la loi de la démocratie, comme à Athènes. Hein. On a un problème, on fait une loi. Ça vous dit quelque chose. Hein. Vite, vite, une loi pour résoudre un problème. Donc la loi qu'on adopte sous la pression populaire, ça, ce n'est pas une bonne loi pour Platon. La bonne loi, c'est celle qui est écrite et au besoin, lorsqu'il n'y a pas de loi écrite traditionnelle, on se réfère aux coutumes ancestrales. Parce que les coutumes ancestrales, elles ont été mûrement réfléchies. Elles ont été mûrement réfléchies. Hein. Donc il oppose en fait euh, une législation aristocratique à l'instabilité législative de la démocratie. Il oppose le conservatisme et la stabilité aristocratique des lois à l'instabilité législative de la démocratie. Je peux vous renvoyer à l'ouvrage de Jacqueline de Romilly sur ce point, La loi dans la pensée grecque, dans le chapitre qu'elle consacre à Platon. Et d'autre part, Platon insiste sur le fait que ce doivent être les lois écrites et les coutumes ancestrales qui doivent être respectées. Et il insiste sur le fait que les lois qui ne sont pas prises dans l'intérêt commun de la cité, les lois qui ne sont pas prises dans l'intérêt commun de la cité ne sont pas des lois correctes. Il le dit textuellement. Les lois qui ne sont pas prises dans l'intérêt commun de la cité ne sont pas des lois correctes. En d'autres termes, elles ne méritent pas le qualificatif de loi. Donc, ce ne sont pas de ces lois-là que les gouvernants doivent se faire les serviteurs. Quand Platon dit que les gouvernants doivent se faire les serviteurs des lois, ça veut dire qu'ils ne doivent pas toucher aux lois établies, les lois écrites qui ont acquis leur autorité au fil du temps, les patrias, les coutumes ancestrales. Ils ne doivent pas s'affranchir de cela. Donc, le fait que les gouvernants doivent se faire les serviteurs des lois, c'est lié à un conservatisme chez Platon. Au contraire, il abhorre, non pas il adore, mais il abhorre l'instabilité législative inhérente à la démocratie. Il me reste un dernier point à aborder, c'est le juge. Et le juge dans tout ça. Grand C, le juge gardien de la loi. Donc on a vu grand A, l'art politique, source suprême de droit. Grand B, la loi, source nécessaire de droit. Et il nous reste un grand C, le juge gardien de la loi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Platon, le juge n'est qu'un auxiliaire de la loi. Le pouvoir créateur du juge, ça dépend dans quel sens on entend le pouvoir créateur du juge. Mais d'une façon générale, il présente dans le politique, le juge, il présente l'art de juger comme un auxiliaire de l'art politique. L'art de juger, c'est comme la rhétorique ou l'art militaire, c'est un auxiliaire de l'art politique. Donc, il n'est pas question d'un gouvernement des juges. Hein. Le juge est l'auxiliaire de la loi, il est le gardien de la loi. C'est ce que Platon dit textuellement dans le politique. Donc, ça, c'est la première chose. Néanmoins, ça ne veut pas dire que
la fonction de juger n'ait aucune importance. Parce qu'il faut des juges et ils jouent un rôle important. Mais ils sont subordonnés à la loi. Donc, petit 1, subordination du juge à la loi. Je vais trop vite? Je vois que vous tapez à toute allure, donc je me dis que je vais trop vite. Non, ça va? Trop vite? Subordination du juge à la loi. Petit 2, importance de la fonction de juger. Ce n'est pas par coquetterie que je continue, mais il faut que je traite ces points, je pense. Ça vous servira dans l'avenir. Donc, ce que dit Platon dans le Politique, c'est que la puissance du juge est au service du roi, au service du politique. Donc, le juge ne peut pas s'approprier la science politique. Sa technique est auxiliaire, servante de la science politique, et donc le juge ne peut pas se substituer au détenteur de l'art politique. Alors, ça ne veut pas dire que le juge n'a aucun rôle, parce que la loi, comme vous le savez, qui existe dans la cité historique, elle est uniforme. Hein, et donc, elle statue en général. Donc, le juge, il doit appliquer la loi au cas particulier qui se présente. Par exemple, vous avez euh, un article du Code civil, l'article 1164, 1165, qui dit que dans les contrats de prestation de service, le prix peut être fixé unilatéralement. Le juge va devoir expliquer, se prononcer dans un contrat si c'est un contrat de prestation de service ou pas, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de prestation de service? Grosse question. Hein. La terminologie est tellement vague dans l'article 165 du Code civil que, comme le dit M. Levener quelque part, il l'a écrit, est-ce qu'il y a des contrats qui ne sont pas de prestation de service en dehors de la vente? Donc, le juge va devoir déterminer, à propos d'un contrat, si c'est un contrat de prestation de service ou pas. Mais ça, Platon en est conscient. Évidemment, il n'a pas l'article 165 sous les yeux, mais il est conscient que le juge doit être confronté, euh, euh, doit faire passer concrètement en œuvre la règle légale. Hein. Comme le dirait Hébron dans un article célèbre, le juge est la parole vivante du droit. Le juge est la parole vivante du droit. On ne peut pas faire l'économie du juge pour appliquer la loi. Donc c'est en ça que l'activité du juge est un auxiliaire de la science politique. Et donc dans les régimes historiques où il n'y a pas de régime idéal avec un politique, mais il y a une loi, le juge est l'auxiliaire de la loi. Le juge n'est pas une source de droit, mais inévitablement c'est une autorité par le fait qu'il met en œuvre la loi à propos des cas qui lui sont soumis. Alors ici, je me permets de faire un petit rapprochement avec Aristote, ou une petite opposition avec Aristote, parce que peut-être vous avez entendu parler d'Aristote au cours de vos études, et on vous a parlé dans l'Éthique à Nicomaque d'un fameux chapitre du livre 5 qui est consacré par Aristote à l'équité, et dont les juristes adorent se référer à ce chapitre du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque pour en tirer des extrapolations pour le moins risquées, voire audacieuses. Et voilà ce qu'ils disent. Il y a un chapitre dans l'Éthique à Nicomaque, donc, où Aristote parle de l'équité, et qu'est-ce qu'il dit dans ce chapitre? Il dit l'équité, en fait, c'est une justice, c'est une forme supérieure de justice. C'est une forme supérieure de justice parce que elle permet de s'adapter au cas particulier. Aristote dit, donc il est probablement inspiré par Platon, la loi a un inconvénient, c'est qu'elle est uniforme et rigide. Aristote dit, euh, et en fait, ce qu'il faut, c'est une règle qui s'adapte aux circonstances et aux cas particuliers. Aristote utilise la fameuse comparaison de la règle de Lesbos. Lesbos, c'était une île, vous savez, ça donnait lesbienne, mais enfin, c'était une île grecque, comme vous le savez. Et à Lesbos, bah oui, et à Lesbos, apparemment, il y avait des maçons qui, pour construire, utilisaient une règle
qui s'adaptait aux aspérités de la pierre. Donc, quelque part, c'était une règle qui pouvait se courber, je suppose. Je ne sais pas comment il faisait. Hein. Et donc, Aristote dit, en fait, dans la justice, il faudrait la règle des maçons de Lesbos. Il faudrait une règle qui s'adapte au cas particulier, ce que la loi ne peut pas faire. Et donc, qu'est-ce que c'est l'équité, dit Aristote? C'est cette forme supérieure de justice qui s'adapte au cas particulier. Alors maintenant, qui doit adapter la loi au cas particulier? Qui doit adapter la loi au cas particulier? C'est-à-dire, en fait, ce que Aristote veut dire, c'est qu'il y a des cas où si le législateur avait été confronté au cas en question, il aurait légiféré autrement, mais il n'a pas pu le faire. Il y a des lacunes dans la loi parce qu'elle est générale. Donc, il y a des cas particuliers que le législateur aurait réglementé s'il y avait songé, mais comme il n'y a pas songé, il y a une lacune. Et donc, il va falloir combler cette lacune, adapter la règle au cas particulier. Et donc, qui va adapter la règle au cas particulier? En remédiant à la lacune de la loi. Alors, euh, Aristote ne dit pas que c'est le juge. Alors que les juristes disent c'est le juge, c'est le juge, c'est le juge, seulement ils ne lisent pas le texte grec qui ne parle pas du juge. Hein. Et au contraire, Aristote utilise un terme grec qui veut dire décret en grec. Pséphisma, ça veut dire décret en grec. Alors que veut-il dire exactement? Est-ce qu'il veut dire qu'au-delà de la loi dont les lacunes résultent de la généralité de la rigidité, il faut des décrets individuels, des décrets d'application, dirions-nous aujourd'hui, hein, du pouvoir exécutif, pour pouvoir adapter la règle au cas particulier? Ça, c'est l'interprétation de Jacqueline de Romilly. Ou faut-il, comme Michel Villet ou d'autres juristes, dire qu'en fait, c'est le juge qui va mettre en œuvre l'équité en adaptant la règle particulière, en adaptant la règle générale au cas particulier. Donc, on peut discuter. Aristote n'utilise pas dans ce passage le terme dikastes, qui veut dire juge, mais il y a un autre passage dans l'éthique à Nicomaque où Aristote dit qu'un décret, séphisma, un décret, ne vous inquiétez pas pour les termes grecs qui sont dans le cours, un décret, traduisons en français, un décret peut être l'œuvre d'une assemblée ou l'œuvre d'un juge. Donc il admet en quelque sorte des décrets judiciaires, Aristote. On n'est pas à une époque où il existe la séparation des pouvoirs. Hein. Donc peut-être que décret, dans ce passage de l'éthique à Nicomaque, où Aristote parle de l'équité, ça renvoie à un décret judiciaire, donc au juge. C'est possible. C'est possible. C'est pas du tout impossible. Mais il faut se méfier quand même parce que le texte grec, il ne faut pas sauter comme ça à pieds joints sans avoir vérifié ce que dit Aristote dans le texte. Un deuxième point qui se pose, alors là les juristes disent l'équité, oui, ça va pouvoir permettre d'adapter, ça va pouvoir permettre de corriger aussi. C'est l'équité comme dérogation à la loi. Mais Aristote ne dit pas ça. Alors certains interprètes disent Aristote a voulu permettre aux juges de déroger dans certains cas particuliers à la loi, parce que la loi est trop rigide. Hein. Ça nous renvoie au bon juge, là, vous savez, le pain là, qui avait été dérobé, je ne sais plus comment ça s'appelait, le juge Magnot, etc. Quoi, hein. Il y a des passages dans méthode d'interprétation et sources de François Génie, il y a des passages là-dessus. Hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir comme ça une équité qui déroge à la loi? Alors, dans certains de ses ouvrages, Michel Villet soutient que Aristote a admis ainsi que l'équité puisse déroger à la loi. Mais ça ne résulte pas du texte d'Aristote, et au contraire, parce qu'Aristote dit dans ce texte que les décrets doivent être utilisés, bon, décrets, admettons que ce puisse être des décrets judiciaires, les décrets judiciaires doivent être utilisés pour résoudre le cas de la manière dont le législateur l'aurait fait s'il l'avait envisagé. De la manière dont le législateur l'aurait fait s'il l'avait envisagé. C'est donc en fait, il faut suppléer à la lacune de la loi, mais non pas y déroger. Il faut résoudre le cas de la manière dont le législateur l'aurait fait si seulement il avait envisagé ce cas, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il y a une lacune législative. Alors toujours est-il qu'il y a quand même une différence importante entre Aristote et Platon, c'est que le passage de l'éthique à Nicomaque sur l'équité,
suggère que le juge aurait ce pouvoir de remédier aux lacunes de la loi. Sans doute pas d'y déroger, mais il est vrai, j'ai oublié de dire que dans la rhétorique, c'est un autre ouvrage d'Aristote, il y a un passage où Aristote suggère que l'équité doit permettre de déroger à la loi et pas seulement de l'adapter. Il y a un passage dans la rhétorique en ce sens, mais pas dans l'éthique à Nicomède. Donc il faut faire très attention avec les textes, et notamment les textes d'Aristote. Mais toujours est-il que dans tous les cas de figure, la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon. Parce que je vous rappelle la pensée de Platon. Si la loi est inadaptée aux circonstances à raison de sa trop grande généralité ou de sa trop grande uniformité, le politique doit intervenir en s'affranchissant des prescriptions de la loi pour résoudre le cas en question. Donc le pouvoir que Platon donne pour corriger la loi, remédier à ses imperfections, c'est un pouvoir qu'il donne aux politiques. Tandis que Aristote donne un pouvoir de complétude, non pas de correction, mais plutôt de complétude de la loi, probablement au juge. Donc c'est très différent. Le pouvoir considérable que Platon donne aux politiques, qui est de s'affranchir des prescriptions de la loi pour faire prévaloir la juste mesure en toutes circonstances, dans l'éthique Nicomède, Aristote donne simplement un pouvoir probablement au juge, peut-être aussi aux assemblées, mais en tout cas aux juges, d'adapter la loi aux circonstances particulières en statuant ainsi que le législateur l'aurait fait s'il avait envisagé ce cas particulier. Donc c'est très différent. Beaucoup moins de pouvoir et qui émane d'une source différente. Beaucoup moins de pouvoir, c'est-à-dire que celui qui est chargé de faire prévaloir l'équité, selon Aristote, n'est pas le politique, mais probablement un juge, peut-être dans certains cas le pouvoir exécutif, mais probablement un juge. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de s'affranchir de la loi, il s'agit au contraire de perfectionner la loi en résolvant le cas de la manière dont le législateur l'aurait fait s'il l'avait envisagé. Donc c'est un état d'esprit tout à fait différent. Hein. Quant au juge, s'il a ce pouvoir créateur chez Aristote, éventuellement, si on interprète ainsi l'éthique à Nicomaque, il ne l'a pas chez Platon. Parce que pour Platon, le juge est le gardien de la loi. Il n'a pas du tout pour mission de combler les lacunes de la loi et encore moins d'y déroger. Hein. Il doit simplement mettre en œuvre la loi, le juge. Mettre en œuvre la loi, par exemple, il se demande si tel contrat qui lui est soumis est bien un contrat de prestation de service au sens de l'article 1165 du Code civil. Mais il ne pourrait pas dire, par exemple, ah ben il y a d'autres contrats que les contrats de prestation de service et les contrats cadres où il serait juste que le créancier puisse fixer unilatéralement le prix. Donc là, il y a une lacune législative, donc je vais la combler. Ça, il ne pourrait pas faire ça. Il ne pourrait pas dire l'équité impose peut-être que dans d'autres contrats que les contrats de prestation de service et les contrats cadres, on se demande vraiment lesquels, parce que le contrat de prestation de service, c'est déjà tellement vaste que l'exception absorbe le principe, en fait. Le principe, c'est la déterminabilité du prix, et l'exception, c'est la fixation unilatérale du prix dans les contrats cadres et les contrats de prestation de service. Mais les contrats de prestation de service, c'est une catégorie tellement vague qu'on se demande dans quelle mesure l'exception n'absorbe pas le principe si on réserve le cas de la vente. Hein. Donc, mais imaginons qu'un juge dise, ah oui, mais peut-être que le législateur aurait dû penser à d'autres contrats où il serait équitable que le créancier puisse fixer unilatéralement le prix. Ou autre exemple, vous savez que les textes de l'ordonnance du 10 février 2016 ne visent pas l'erreur obstacle. Ils ne visent que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne, l'erreur sur les motifs et l'erreur sur la valeur. L'erreur sur les motifs et l'erreur sur la valeur, les textes du Code civil, articles 1136 et 1135, disent qu'elle est indifférente. L'erreur sur les qualités essentielles est cause de nullité du contrat. Mais les textes ne disent rien de l'erreur obstacle. Donc, si on prend Aristote, il dirait, bon, la loi ne vise pas l'erreur obstacle pour comment entraîner l'annulation d'un contrat, mais si le cas avait été soumis au législateur, certainement qu'il aurait considéré qu'un contrat entaché d'une erreur obstacle, ça veut dire que les consentements ne se sont pas rencontrés. Hein. L'erreur obstacle, les consentements ne se sont pas rencontrés.
J'ai cru payer en euros, vous avez cru payer en francs, il y a un problème. D'accord? J'ai voulu acheter tel terrain situé au 92 rue d'Assas, vous avez voulu acheter un terrain au 6 rue d'Assas. J'ai dû cru vous vendre un terrain au 92 rue d'Assas, vous avez cru acheter un terrain au 6 rue d'Assas. Il y a un malentendu, comme dirait Plagnol. Ce n'est pas un contrat, c'est un malentendu. Donc certainement que si le juge avait envisagé, si le législateur avait envisagé cette situation, il aurait dit il y a erreur obstacle, et donc ça doit entraîner a fortiori la nullité du contrat, voire son inexistence. Hein. Donc, si on ne va pas se mettre dans l'esprit d'Aristote, parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait dit, mais il aurait dit bah, il y a l'équité. C'est là pour corriger les lacunes de la loi. Le législateur ne s'est pas prononcé parce qu'il n'a pas envisagé la situation, mais le juge peut le faire, si tant est que ce soit le juge qui ait cette mission. Mais pour Platon, ce serait différent parce que Platon dirait attendez, le juge, il est serviteur de la loi. Hein. Il peut adapter la loi aux circonstances, mais il ne peut pas suppléer aux lacunes de la loi. Il est l'auxiliaire de la science politique et de la loi. Donc il n'est pas question qu'il retienne l'erreur obstacle alors que le législateur ne l'a pas envisagé. Évidemment, Platon et Aristote ne sont pas là pour me dire si j'ai interprété exactement sa pensée, mais j'essaye de transposer cette pensée philosophique à un problème juridique concret pour vous expliquer quelle est la différence de rôle qu'on peut en tirer pour le juge chez Platon d'une part et chez Aristote d'autre part. Alors, il est évident que les juristes préfèrent Aristote parce que ça les valorise davantage, n'est-ce pas? Hein. Forcément, ça les valorise davantage. Il y a encore une thèse qui vient d'être soutenue récemment sur l'équité en droit privé à Paris 2, donc c'est le pied, quoi, l'équité. Hein. Voilà. Alors, voilà pour la subordination du juge à la loi. Petit 2, mais ça ira très rapidement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Importance de la fonction de juger. Importance de la fonction de juger. Donc, je vous l'ai dit, la fonction de juger est importante pour Platon. Le juge est la parole vivante du droit, comme dirait Hébrault. Donc, ça suppose que le juge ait un certain rôle qui lui soit reconnu par la procédure et qu'il ait des qualités. Mais ça, je vous en ai déjà parlé à propos du procès de Socrate, je pense. Euh, Platon critique le rôle passif que le juge a dans la procédure athénienne. Il veut un rôle du juge, il veut que le juge ait un rôle plus actif pour faire éclater la vérité. Il veut un juge de la mise en état, en fait. Hein. Il veut un juge de la mise en état ou un juge d'instruction. Bon, évidemment, c'est moi qui dis ça, mais bon, voilà. Il n'admet pas, il dénonce dans la procédure athénienne le fait que le juge soit muet. Le juge doit simplement écouter les prétentions des parties et il ne peut rien dire, il est passif. Et en fait, pour parvenir à la vérité, il faut que le juge joue un rôle actif. Il doit pouvoir ordonner des mesures d'instruction, etc., quoi. Voilà. Et par ailleurs, Platon insiste sur le fait que le juge doit avoir le regard fixé sur les lois écrites. Pour autant que ce soit de bonnes lois, naturellement, les lois telles que je les ai décrites. Il doit avoir le regard fixé sur les lois écrites, dit-il. Hein. Et donc, il ne doit pas écouter les supplications ou les entreprises de séduction des plaideurs. Il doit garder son regard sur les lois écrites. Il doit appliquer. Donc, le juge est vraiment le serviteur de la loi, lui aussi. Le gardien de la loi et le gardien du respect de la loi. Et en plus de ça, il doit avoir des qualités morales, mais ça, bon, c'est plus banal, j'y fais allusion. Platon en parle dans La République et il en parle également dans Le politique et les lois. Il doit être incorruptible. L'incorruptibilité, c'est sa première qualité, et l'impartialité est sa seconde qualité. Il doit être impartial et incorruptible. Enfin, ça, c'est plus habituel et plus banal, donc ce n'est pas la peine d'insister. Mais il faut se souvenir que pour Platon, le juge doit avoir le regard fixé sur les lois écrites. C'est ce qu'il dit dans Le politique. Et donc, c'est bien vrai de dire que l'art de juger est un auxiliaire de l'art politique et qu'il ne doit pas se substituer. Pas de gouvernement du juge, pas de jurisprudence source de droit pour Platon. Je vous remercie de votre patience. J'ai un peu accéléré, est-ce que vous avez compris ou vous voulez que je reprenne certains passages? Non, ça va? Parfait, ça m'étonnerait, ça n'est jamais parfait. J'ai bien senti à certains moments que ça ne l'était pas. Peut-être vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je le sais.
J'ai un texte à vous distribuer, mais rassurez-vous, on ne va pas l'étudier, mais je l'ai en rab. Et comme je commence à faire un peu de ménage, c'est le texte de Carbonet que j'avais promis qu'on étudierait ensemble et que nous n'avons jamais trouvé le temps d'étudier. Mais vous pourrez le lire pendant les vacances, c'est très facile à lire et c'est très bien résumé. Donc, je vous distribue le texte et puis on va, voilà, on libère la salle et on va à l'endroit convenu. Et je mettrai l'enregistrement en ligne seulement ce soir quand je reviendrai à Lille, puisque je n'aurai pas le temps, puisque nous prenons un cours ensemble et qu'après, il faut que je file à la gare. Alors, ça s'appelle toujours une démocratie, hein, qu'on respecte la loi ou pas. Et pour Platon, euh, si en démocratie on ne respecte pas la loi, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas aussi nocif qu'une oligarchie ou a fortiori une tyrannie. D'accord? En revanche, si on respecte la loi dans une démocratie, c'est mieux que de ne pas respecter la loi, mais ce n'est pas aussi bien qu'une aristocratie ou une monarchie. En fait, c'est un peu un régime débile pour Platon, la démocratie. On ne peut rien en attendre ni de très mauvais ni de très bon. Voilà. Merci.